Je franchis le seuil de ma maison en m'attendant à sentir l'odeur du rôti d'Agrafena et à l'entendre fredonner sur un vieil air de variété soviétique. Au lieu de cela, j'entendis un son qui fit dresser chaque poil de ma nuque. C'était ma femme, sanglotant si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle était recroquevillée sur le sol du salon, ses lunettes de lecture brisées à côté d'elle. Ma belle-fille, Roxana, se tenait au-dessus d'elle, les bras croisés, tapant du pied comme si elle attendait le bus. Mon fils, Vissarion, était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Quand ils me virent, toute l'énergie changea. Roxana se précipita vers moi et me saisit le bras. « Papa, Dieu merci tu es rentré plus tôt. » Elle a fait une autre crise. Nous sommes juste passés lui apporter de la soupe et elle a commencé à jeter des objets et à hurler à propos de cambrioleurs. Elle a renversé la lampe de la table et a failli toucher Vissarion. Elle désigna la lampe en céramique brisée sur le parquet. Je regardais ma femme. Agrafena ne fixait pas le mur ou une menace invisible. Elle regardait directement Roxana, et ses yeux étaient pleins de terreur. Mon nom est Aristark Volkov. J'ai passé 34 ans comme enquêteur principal pour les affaires particulièrement importantes au sein du MVD et du comité d'enquête. Avant cela, j'ai fait 2 missions dans le renseignement militaire. Je me suis assis à la table d'hommes qui tuaient pour de l'argent et de femmes qui empoisonnaient pour l'héritage. J'ai appris à lire les scènes de crime comme la plupart des gens lisent le journal du matin. Et en ce moment même, debout dans mon propre salon dans le district d'Odintsovo, près de Moscou, toutes mes alarmes intérieures hurlaient en même temps. Je m'agenouillai aux côtés d'Agrafena. Elle tressaillit quand je tendis la main vers elle. Ce tressaillement me dit tout. Agrafena avait survécu à un léger accident vasculaire 8 mois plus tôt, ce qui l'avait laissée fatiguée et parfois distraite, mais elle n'était pas violente. Elle n'avait jamais levé la main sur personne en 43 ans de mariage. Je regardais la lampe brisée. Les éclats étaient éparpillés vers l'extérieur depuis le centre de la pièce, et non contre le mur comme s'ils avaient été jetés. Quelqu'un l'avait écrasé verticalement, sur le sol. Puis je le vis. La manche d'Agrafena s'était relevée au-dessus de son poignet. Et là, sur l'intérieur de son avant-bras, se trouvaient 4 petites ecchymoses parfaitement espacées. Des traces de doigts. Quelqu'un l'avait saisie, assez fort pour laisser une empreinte. Je pris une décision à cet instant. Si je disais quelque chose maintenant, il nierait tout. Il prétendrait qu'elle était tombée. Il dirait que j'étais confus. Je devais redevenir l'Aristark Volkov qui s'asseyait dans les salles d'interrogatoire et laissait les coupables parler jusqu'à ce qu'ils s'enterrent eux-mêmes. Je me levai lentement, laissant mes épaules s'affaisser. Peut être que vous avez raison, dis-je d'une voix basse et fatiguée. Son état empire. Laissez-moi juste l'installer. Pouvez-vous me donner une minute ? Vissarion leva enfin les yeux de son téléphone. Bien sûr, papa. Prends ton temps. On a laissé des courses dans la cuisine. Roxana me tapota l'épaule d'une main, froide et gluante comme un poisson mort. On s'inquiète juste pour elle, papa. C'est tout. Ils partirent et j'attendis d'entendre le SUV de Vissarion quitter l'allée avant de bouger. Avant de vous raconter ce que j'ai trouvé sur ces caméras et comment, j'ai utilisé une tasse de café cassée et une pile de faux documents pour démanteler ceux qui ont tenté de détruire ma famille. Abonnez-vous et souvenez-vous, quand votre propre sang vous trahit, la seule justice qui compte est celle qui frappe leur portefeuille. Je passai l'heure suivante à mettre Agrafena au lit. Elle ne disait pas un mot. Elle serrait simplement ma main si fort que je crus qu'elle allait me briser les articulations. Une fois qu'elle fut endormie, je descendis dans mon bureau et verrouillai la porte. 2 semaines plus tôt, j'avais remarqué que les médicaments pour le cœur d'Agrafena s'épuisaient plus vite qu'ils ne le devraient. J'avais pensé à une erreur de la pharmacie ou que la femme de ménage avait renversé un flacon. Par sécurité, j'avais installé une minuscule caméra, sans fil dans le détecteur de fumée du salon. Haute définition, grand angle avec audio, les vieilles habitudes du renseignement. Je me connectais au flux et remontais 4 heures en arrière. Les images chargèrent, avec une netteté parfaite. Roxana et Vissarion entrèrent par la porte d'entrée, en utilisant la clé de secours que je leur avais donnée pour les urgences. Ils n'avaient pas de soupe. Ils avaient un dossier rempli de documents. Agrafena était assise dans son fauteuil, lisant un roman policier. Elle avait l'air paisible. Elle avait l'air en bonne santé. Roxana lui arracha le livre des mains et projeta le dossier sur la table basse. Signe ça, Agrafena. Nous n'avons pas le temps d'attendre Aristark. Agrafena parut confuse. Signer quoi ? Je ne peux rien signer sans mon mari. C'est lui qui gère les finances. Vissarion se leva du canapé et commença faire les 100 pas. Son visage était cramoisi. Maman, Roxana et moi avons des ennuis. De gros ennuis. Je dois 40 millions de roubles à des gens. Et ce ne sont pas le genre de personnes qui envoient des rappels polis. Si je ne paie pas, d'ici la fin du mois, il va se passer des choses terribles.
Tu dois nous transférer la gestion du trust familial immédiatement. Agrafena se leva. Je ne signerai rien. Vous devez partir. C'est alors que Roxana fit un pas en avant et gifla ma femme au visage. Le claquement fut si net à travers les haut-parleurs de mon ordinateur que je le ressentis dans ma propre mâchoire. Agrafena recula en trébuchant. Vissarion saisit la lampe en céramique et l'écrasa sur le sol à ses pieds. Des éclats volèrent partout. Signe les papiers, vieille folle, siffla Roxana en se penchant vers le visage d'Agrafena. Ou peut être que la prochaine fois, tu tomberas par accident dans l'escalier de la cave. Aristarque n'est pas là pour te protéger. Personne n'est là. Je regardais ma femme de 43 ans sangloter sur le sol pendant que mon fils et sa femme se tenaient au-dessus d'elle comme des vautours attendant qu'une carcasse cesse de bouger. La vidéo se termina lorsqu'ils entendirent ma voiture dans l'allée. La transformation fut instantanée. Roxana lissa ses cheveux. Vissarion poussa le dossier sous le canapé. Ils recomposèrent leur visage pour me mentir. Je restais assis dans le noir pendant un long moment. Je copiais les images sur 3 disques cryptés différents. Je les téléchargeais sur un serveur sécurisé que je maintenais depuis mes années de consultant. Je m'assurais que cette vidéo existait dans des endroits qu'ils ne pourraient jamais atteindre. J'aurais pu appeler la police immédiatement. J'avais assez de preuves pour des accusations d'agression et de maltraitance envers une personne âgée. Mais je savais comment cela se passerait. Ils prétendraient que c'était un éclat émotionnel unique. Roxana pleurait au tribunal en disant qu'elle était sous pression. Vissarion obtiendrait un avocat qui négocierait une peine avec sursis. Et pire que tout, il penserait toujours être plus malin que moi. Non, je voulais les frapper. Là où ça faisait vraiment mal. Je voulais les démanteler financièrement, légalement et personnellement. Je voulais qu'ils voient tout ce qu'ils chérissent réduit en cendres. Le lendemain matin, je préparais du café et j'attendis. À 8h pile, la porte s'ouvrit. Vissarion et Roxana entrèrent avec leurs clés. Ils arrivèrent, dans la cuisine, dégageant une énergie nerveuse. « Salut papa », dit Vissarion. Trop fort. « Comment va maman ?» Elle se repose, dis-je sans me retourner, versant le café. J'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à ce que vous avez dit, que son état s'aggrave. Je m'assis lourdement à la table et me frottais le front. Vous avez peut-être raison. Je ne peux pas gérer ça seul. Mais le problème, c'est l'argent. Un bon centre de soins privé coûte environ 1 million de roubles par mois. Ma pension ne couvrira pas ça. Je laissais le silence s'installer. Je vais devoir liquider des actifs. J'ai un portefeuille d'actions et de l'immobilier commercial d'une valeur d'environ 320 millions de roubles. Je gardais ça pour vous, à vrai dire, mais je suppose que je vais devoir tout vendre. L'air quitta la pièce. Je vis les yeux de Vissarion s'écarquiller. Roxana serra le bord de la table si fort que ses articulations blanchirent. « Papa, dit Roxana d'une voix soigneusement contrôlée. Tu n'as pas besoin de subir tout ce stress. Si tu nous donnes une procuration générale, nous pouvons tout gérer. Nous nous assurerons que maman reçoive les meilleurs soins et nous protégerons le reste des impôts. » Vissarion sortit un document. C'était le même formulaire qu'ils avaient essayé de forcer Agrafena à signer la veille. Seul le nom en haut avait été changé en Volkov Aristarque Sergueïevitch. Une procuration générale leur donnant le contrôle total de chaque compte, de chaque terrain et de chaque investissement que j'avais bâti toute ma vie. Je cherchais mes lunettes. Je pris un stylo. Roxana retint son souffle. Vissarion vibrait littéralement. J'approchai la plume du papier. Puis, de mon autre main, je saisis ma tasse et simulai un tremblement convaincant. La tasse bascula. Le café brûlant inonda la table, imbibant le document jusqu'à ce que l'encre bave et que le papier se transforme en bouillie brune. « Oh mon Dieu », dis-je en cherchant maladroitement une serviette. « Regardez-moi. Je suis devenu si maladroit. » Vissarion jura entre ses dents. Le visage de Roxana se crispa de fureur avant qu'elle ne le force à sourire. « Ce n'est rien, papa. On en réimprimera une autre. »« Vous savez quoi ?» dis-je. « Laissez mon avocat, Arkady Karitonov, jeter un coup d'œil à ça d'abord, juste pour être sûr que tout est en ordre pour les impôts. » La mention de Karitonov, mon vieux compagnon d'armes devenu un avocat intraitable, fit tressaillir Vissarion. « On n'a pas besoin d'avocat, papa. C'est juste de l'argent gaspillé. Si je signe pour 320 millions d'actifs, dis-je fermement, je veux que ce soit fait correctement. Rencontrons-nous la semaine prochaine. » Vissarion avait l'air d'avoir avalé une guêpe, mais il ne pouvait pas insister davantage sans se démasquer. Ils partirent et je regardai par la fenêtre Vissarion donner un coup de pied dans ma boîte aux lettres en allant à sa voiture. Bien. Les gens en colère commettent des erreurs. Cet après-midi-là, j'allai au bureau du registre et sortis tous les dossiers associés aux affaires de mon fils. Puis j'allai à la banque où j'avais été
Caution pour son prêt commercial il y a 3 ans. La directrice de l'agence, que je connaissais depuis des années, sortit l'historique des opérations. Ce que je découvris me retourna l'estomac. Le compte professionnel n'avait aucune dépense légitime, pas de salaire, pas d'achat de stock. À la place, des dizaines de virements vers une entité offshore à Chypre. Je reconnus le schéma. Immédiatement. C'était un site de paris illégaux déguisé en frais de conseil. Vissarion avait englouti 30 millions de roubles du prêt en courant après ses pertes. Mais ce n'était pas le pire. Son dossier montrait une activité de recouvrement d'une firme de la région de Moscou à la réputation sinistre. C'étaient les gros bras des structures criminelles qui n'envoient pas de deuxième avis. Ils envoient des hommes avec des barres de fer. La dette totale avec les pénalités s'élevait à plus de 40 millions. Puis je vérifiai la carte secondaire de Roxana, liée au compte. 6 millions de roubles en un an. Boutique de luxe Otsum, week-end spa, cosmétique, un sac à 300 000 roubles. Elle finançait son train de vie avec l'argent volé sur un prêt dont j'étais responsable. À la banque, j'appris autre chose. Le matin même, une demande de retrait avait été bloquée dans une autre agence. 5 millions de roubles en espèces autorisées. Par un chèque portant ma signature. Sauf que je n'avais rien signé. Je regardais le scan numérique. La contrefaçon était bonne, mais pas parfaite. Il y a 5 ans, après une tentative de fraude, j'avais commencé à ajouter un minuscule trait à l'intérieur du A de ma signature. Invisible à l'œil nu, il manquait, sur le faux. J'ordonnais de bloquer le chèque et de faire traîner les choses. Je voulais que Vissarion attende au guichet, transpirant d'espoir, pour finalement repartir les mains vides. Je rentrais chez moi, mon plan devenant limpide. Si Vissarion ne recevait pas cet argent, il viendrait pour le seul autre actif liquide, le coffre-fort de mon bureau où je gardais des réserves de cash et les titres de propriété. Et quand il viendrait, je serais prêt. Mais quand j'arrivais dans l'allée, je compris que quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse. J'appelais Agrafena, aucune réponse. Son fauteuil était vide. Sa corbeille à tricot, renversée. Le mot croisé inachevé sur la table était froissé. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une note de la main de Vissarion. Maman a eu une crise de violence. Pour sa sécurité, nous avons appelé les urgences. Elle a été admise à l'hôpital psychiatrique pour une évaluation de 72 heures. Si tu veux la voir, apporte la procuration signée et les titres de propriété demain à 9h au bureau de Roxana. Ne ramène pas d'avocat. Mon sang se glaça. Ils l'avaient emmenée. Ils avaient utilisé les symptômes qu'elle manifestait la veille, la confusion mentale que je comprenais. Maintenant être causée par le fait qu'il trafiquait ses médicaments pour convaincre un médecin de signer une hospitalisation d'office. Je vérifiais les caméras. Je vis l'ambulance arriver. Je vis Vissarion accueillir les brancardiers, se tordant les mains et pointant l'intérieur. Je passais à la caméra intérieure. Agrafena était dans son fauteuil. Elle vit les inconnus. Vissarion la désigna et hurla, elle a des ciseaux. Elle a menacé de poignarder ma femme. Agrafena tenait un crayon. Elle le leva, confuse. Non, je fais mes mots croisés. Les brancardiers s'avancèrent. L'un de lui. Saisit le bras. Et le hurla. Aristarch, Aristarch, aide-moi. Je regardais ma femme être attachée à un brancard alors qu'elle m'appelait. Je regardais Vissarion debout dans un coin, les bras croisés, hochant la tête. Pendant qu'il signait les papiers de transport. Je les regardais la sortir de notre maison. Je posais mon téléphone. Un son sortit de ma poitrine que je ne reconnus pas. C'était le rugissement d'un homme qui avait servi la loi toute sa vie et qui venait de comprendre que la loi avait été utilisée comme une arme contre la personne qu'il aimait le plus. Je me lavais le visage à l'eau froide. Je serrais le lavabo jusqu'à ce que la porcelaine craque. Puis j'appelais Arkady Karitonov. Arkady, ils ont pris Agrafena. Elle est en psychiatrie sur dénonciation calomnieuse. Active tous ceux dont nous avons discuté. Injonction d'urgence, plainte pour fraude, et appel le procureur régional. Dis-lui que je demande le renvoi de l'ascenseur pour l'affaire d'il y a 5 ans. Puis je passais un second appel à un homme nommé Stotsky avec qui j'avais servi dans le renseignement. Stotsky était à la retraite, mais il gardait des contacts partout. Stotsky, j'ai besoin des fédéraux. Fraude bancaire, maltraitance, enlèvement. Mon fils a imité ma signature à la banque. Et ma femme est détenue, contre son gré sur la base de faux documents. Stotsky se tut un instant. Ah, quel point c'est urgent? C'était pour hier, répondis-je. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai à mon bureau et battis le dossier. Comme je l'avais fait des centaines de fois dans ma carrière. Relevé bancaire. Montrant les pertes de jeu, virements offshore, le faux chèque, les vidéos de l'agression et du retrait forcé d'Agrafena. J'organisais tout chronologiquement,
recoupant chaque document, et gravait le tout sur 4 disques. À 3 heures du matin, je fis ce que je redoutais le plus. Je vérifiai les médicaments d'Agrafena. J'ouvris son pilulier hebdomadaire et tins l'un des comprimés à la lumière. Son cardiologue prescrivait du métoprolol, avec un marquage spécifique. Le cachet dans ma main était différent. C'était de alprazolam, un puissant sédatif. Pour une femme avec son état cardiaque, ce dosage provoquait confusion, trouble de l'élocution et perte de coordination. Cela ressemblait exactement à de la démence. Ils n'attendaient pas qu'elle décline. Ils fabriquaient son déclin. Ils empoisonnaient ma femme. Je remplaçais chaque comprimé par ces vrais médicaments de ma trousse de voyage. Je scellais les faux dans un sac plastique avec la date et l'heure. Chaîne de possession. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une tentative de meurtre. Le lendemain matin à 9h, j'entrai dans le bureau de Roxana. Je portais mon plus vieux gilet, je pris une canne dont je n'avais pas besoin. Je traînais les pieds, ressemblant en tout point au vieillard brisé qu'il s'attendait à voir. La salle de conférence ressemblait à un tribunal. Roxana siégeait en bout de table dans une veste qui coûtait probablement plus que mon budget nourriture mensuel. Vissarion était à sa droite, la jambe tremblante, de la sueur sur la lèvre supérieure. À côté d'eux se trouvait un certain Loctève, un avocat connu, pour ses méthodes douteuses. Et dans le coin, un homme imposant en blouson de cuir, un associé, disait-il. Je savais qui il était. C'était le collecteur de dettes. Il était là pour s'assurer que l'argent bouge avant l'expiration du délai de Vissarion. Roxana fit glisser une pile épaisse de documents vers moi. Nous avons préparé le transfert d'actifs, papa. Procuration totale, autorisation de vendre la maison de Dinsovo et accès au compte. C'est du standard. Je regardais les papiers. Ma main trembla. Où est-elle? Chuchotage. Je dois savoir qu'elle va bien. Elle se repose, dit rapidement Vissarion. Les médecins disent qu'elle est stabilisée. Elle est entre de bonnes mains. Je veux la voir. Vissarion sortit son téléphone et lança un appel vidéo. Un instant plus tard, il tourna l'écran vers moi. J'aperçus Agrafena sur un lit d'hôpital, les yeux fermés, pâle et minuscule. Il retira le téléphone avant que je puisse regarder de plus près. Tu vois, elle va bien. Signe les papiers, papa. Finissons-en. Je sortis mon stylo. Un vieux stylo plume en argent qu'Agrafena m'avait offert, pour nos 30 ans de mariage. Je dévissai le capuchon lentement. Je regardais Roxana. Je regardais Vissarion. Je regardais l'homme dans le coin vérifiant sa montre. Je posai la plume sur la ligne de signature. Je veux que vous sachiez, dis-je, ma voix perdant soudain son tremblement, sa faiblesse et son jeu d'acteur, que vous allez recevoir exactement ce que vous avez mérité. Vissarion rit nerveusement. Ouais, papa, signe, c'est tout. J'écrivis sur le papier, mais pas mon nom. En lettres d'imprimerie bien claires, j'écrivis article 159 du Code pénal, escroquerie. Je refermai le stylo, le déclic résonna dans le silence. Vissarion saisit le papier. Son cerveau refusait de traiter ce que ses yeux voyaient. C'est quoi ce bordel? Lis-le à voix haute, dis-je en me redressant et en envoyant valser la canne. À l'autre bout de la pièce. Ce n'est pas ma signature, Vissarion. C'est l'article du Code pénal que tu as violé quand tu as viré 30 millions de roubles. Sur un compte offshore à Chypre. Je sortis mon téléphone et pressai un bouton. L'écran plat sur le mur de la salle de conférence s'alluma. J'avais piraté l'heure. Réseau le matin même. L'écran afficha la vidéo de notre salon. Roxana giflant. Agrafena, Vissarion brisant la lampe. L'audio était cristallin. Roxana porta la main à sa bouche. Vissarion devint livide. L'homme dans le coin se leva lentement. Tu m'avais dit que c'était une simple affaire de famille, lança-t-il à Vissarion d'un ton dangereux. Tu ne m'as pas dit que vous frappiez des vieilles dames. Je n'ai pas besoin de ce genre d'ennui. Je pressai à nouveau le bouton. Les images changèrent pour montrer la vidéo de la chambre d'hôpital que Stotsky avait obtenue via une ordonnance du parquet à 4h du matin. Agrafena attaché à son lit, tressaillant de douleur, ses lèvres murmurant mon nom. Puis je sortis de ma veste une pile de photographies, et les jetai sur la table. Elles s'étalèrent parfaitement. C'était Vissarion. Dans un restaurant d'Arba 2 jours plus tôt, avec une femme qui n'était pas. Roxana se tenant la main, s'embrassant, payant l'addition avec la carte de l'entreprise qui portait mon nom. Le même après-midi, Roxana était à la pharmacie pour récupérer les sédatifs utilisés pour empoisonner ma femme. Roxana saisit une photo. Ses mains tremblaient au point de faire bruisser le papier. Elle reconnut la femme. Elle reconnut le sac à main de la femme, le même sac de créateur que Roxana voulait, mais pour lequel Vissarion avait dit qu'il n'avait pas les moyens. Vissarion, murmura-t-elle. C'est qui, ça? Vissarion bégaya. C'est une cliente. Mon père ment. Il veut nous? Tivi ça. Roxana regarda la photo.
Puis elle regarda la vidéo de sa belle-mère attachée à un lit d'hôpital. Puis elle regarda son mari. Quelque chose en elle se brisa. Elle se jeta à travers la table et planta ses ongles dans le visage de Vissarion. Il hurla et tenta de la repousser. Ils s'écrasèrent au sol, renversant les chaises. Je marchai vers la fenêtre et tirai les stores. En bas dans la rue, un convoi de minibus noirs et de berlines banalisées s'était arrêté devant l'immeuble. Les gyrophares bleus et rouges se reflétaient silencieusement contre les vitres. Je me retournai vers la pièce. Je suggère que tout le monde reste exactement là. Où il est. La porte vola en éclats. Des agents du FSB en tenue tactique envahirent la pièce. FSB. Tout le monde au sol. Les mains en vue, le collecteur fut plaqué au sol avant d'atteindre la porte. L'avocat Loktev fut menotté contre le mur, calculant déjà les termes de sa collaboration. Vissarion et Roxana furent séparés et menottés, tous deux en sang et hurlant. Je me tenais au centre du chaos, imperturbable. Un officier s'approcha de moi. Aristarque Sergueïevitch, une équipe est déjà au dispensaire. Votre femme est transférée à l'hôpital du MVD. Elle est en sécurité. En sécurité? Je lâchai un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis une semaine. Ils traînèrent Vissarion devant moi. Son visage était couvert de sang et de larmes. Papa, s'il te plaît, je peux tout arranger. Je te rembourserai, je le jure. Je le regardais. Je me souvins du jour de sa naissance. Je me souvins de lui, apprenant à faire du vélo. Je me souvins du jour où il m'avait demandé d'être sa caution et avait juré sur la vie de sa mère qu'il réussirait. Tu ne peux rien rembourser, Vissarion, dis-je. Parce que tu es en faillite, et pas seulement financièrement. Tu es un failli moral. Et j'en ai fini de subventionner tes dettes. Je me tournai vers l'agent. Emmenez-le. Puis ils passèrent Roxana devant moi. Elle me regarda avec son mascara coulant. Et des yeux fous. Papa, aide-moi. J'ai une fille. Miroslava n'a que 6 ans. Tu ne peux pas faire ça. Je la regardais. Tu aurais dû penser à Miroslava, avant de droguer sa grand-mère. Le tribunal, 3 mois plus tard, sentait la cire et le regret. J'étais assis, au premier rang. Le siège à côté de moi était vide. Agrafena voulait venir, mais je ne l'ai pas laissé faire. Elle reprenait des forces chaque jour, mais je ne voulais pas qu'ils voient les dégâts qu'ils avaient causés. Vissarion entra le premier. La prison avait décapé son arrogance. Il était maigre, le crâne rasé. Il refusait de regarder le public. Roxana vint ensuite. Sans maquillage ni vêtements de luxe, elle ressemblait à une étrangère. Quand elle me vit, son visage se décomposa et elle murmura quelque chose que je ne pus entendre. Les preuves étaient accablantes. Les virements, la fausse signature, les vidéos, le rapport de toxicologie confirmant la substitution de médicaments. Loktev avait déjà accepté de témoigner contre eux en échange d'une réduction de peine. Quand vint le moment des déclarations des victimes, l'avocat commis d'office de Vissarion se leva. Votre honneur, la fille de mon client, Miroslava, a besoin de ses parents. Nous demandons la clémence pour cette raison. Vissarion se leva et brandit une photo froissée de Miroslava. Papa, s'il te plaît, dit-il d'une voix brisée. Ne punis pas Miroslava pour ce que j'ai fait. Écris une lettre au juge. Dis-leur que tu me pardonnes. Elle a besoin de son père. Le silence tomba sur la salle. Le juge me regarda. Monsieur Volkov, en tant que victime principale, vous avez le droit de vous adresser à la cour. Je me levai et marchai vers la barre. Mes jambes étaient lourdes, mais ma colonne vertébrale était de fer. Je t'aimais, Vissarion, dis-je en regardant mon fils droit dans les yeux. Quand tu es né, j'ai fait 2 promesses. La première était de te protéger. La seconde était de protéger ta mère. Tu m'as forcé à choisir entre ces promesses, et je choisirai ta mère à chaque fois. Le visage de Vissarion s'affaissa. Tu me demandes de penser à Miroslava, continuai-je. C'est justement à elle que je pense. Je pense que si je la laisse être élevée par des parents capables de droguer une vieille femme et de falsifier une signature pour voler les économies d'une vie, je condamne cet enfant à devenir exactement ce que vous êtes devenu. La chose la plus gentille que je puisse faire pour ma petite fille est de m'assurer qu'elle apprenne que les actes ont des conséquences. Même quand ces actes viennent de personnes qui partagent votre sang. Je me tournai vers le juge. Votre honneur, ma femme se réveille encore en hurlant au milieu de la nuit. Elle tressaille encore quand quelqu'un s'approche d'elle. Elle a passé 3 jours attachée à un lit d'asile parce que son propre fils a menti au médecin. La tolérance pour ce genre de mal n'est pas de la miséricorde. C'est une permission de recommencer. Je me rassis. Le juge condamna Vissarion à 12 ans de colonie pénitentiaire pour fraude, blanchiment d'argent et maltraitance aggravée. Roxana reçut 7 ans pour complicité, enlèvement et fraude. Le marteau tomba avec un bruit qui fit vibrer la pièce. Je regardai les gardes les emmener.
Vissarion hurlait mon nom. Roxana s'effondra et dut être portée. Je regardai jusqu'à ce que les lourdes portes se referment derrière eux. Je sortis du palais de justice sous un soleil radieux. Mon téléphone vibra. C'était Kharitonov. Aristarque, le juge des affaires familiales a signé l'ordonnance de garde d'urgence ce matin. Miroslava est officiellement sous ta responsabilité et celle d'Agrafena. La travailleuse sociale l'amènera chez vous. Ce soir. Je restais sur les marches et laissais le soleil chauffer mon visage. J'avais perdu un fils, mais j'avais sauvé ma femme, et j'avais gagné une petite fille qui ne connaîtrait jamais la cruauté de ceux qui lui avaient donné la vie. Pas tant que j'aurais mon mot à dire. Ce soir-là, Agrafena et moi nous tenions sur le perron de notre maison de campagne. Une berline grise entra dans l'allée. Une femme en descendit et ouvrit la porte arrière. Miroslava sortit, serrant un lapin en peluche et un petit sac, à dos rose. Elle regarda notre maison avec de grands yeux incertains. Agrafena descendit les marches. Elle s'agenouilla sur le gravier, malgré ses genoux, douloureux, et ouvrit les bras. « Salut, mon trésor », dit-elle doucement. « Je suis ta mamie, Agrafena. Tu vas rester avec nous pendant un moment. On a un jardin derrière avec des tomates, et un chat nommé Barsik qui dort sur la véranda. » Miroslava regarda Agrafena. Puis le lapin. Puis elle avança et enfouit son visage dans l'épaule de sa grand-mère. Je regardais depuis le perron, appuyé à la rambarde. Le soleil se couchait sur le lac. Le ciel devenait or et pourpre. Agrafena leva les yeux vers moi, par-dessus la tête de Miroslava et sourit. Un vrai sourire. Le premier vrai sourire que je voyais chez elle depuis des mois. 6 mois plus tard, notre vie est plus calme. Notre table de salle à manger compte 3 chaises au lieu des 6 habituelles. Nous ne répondons pas aux appels en PCV de la colonie pénitentiaire. Nous n'ouvrons pas les lettres portant le tampon de l'administration pénitentiaire. Certains penseront que c'est froid. Ils diront que l'amour d'un père doit être inconditionnel. Mais ces gens n'ont jamais vu leur propre enfant signer des papiers pour faire interner leur mère sur des mensonges. J'ai appris quelque chose en 71 ans, la famille, ce n'est pas le nom sur le passeport. La famille, ce sont les gens qui vous tiennent la main quand le médecin donne de mauvaises nouvelles. La famille, ce sont ceux qui arrivent à 3 heures du matin quand vous avez peur. La famille n'est pas une question de biologie, c'est une question d'acte. Miroslava apprend à lire. Chaque matin, elle s'assoit sur les genoux d'Agrafena et déchiffre les mots dans des livres d'images. Elle m'appelle Papi et appelle Agrafena Mamie. Elle ne demande plus beaucoup après ses parents. Quand elle le fera, nous lui dirons la vérité, aussi doucement que possible. Ils ont fait de mauvais choix, mon cœur. Ils sont dans un endroit où ils apprennent à en faire de meilleurs. Mardi dernier, Miroslava a ramené un dessin de l'école. 3 bonhommes devant. Une maison sous un grand soleil jaune. Elle a pointé le plus grand. Ça, c'est Papi. La moyenne, ça, c'est Mamie. La plus petite, ça, c'est moi. Elle a levé ses grands yeux bruns vers moi. J'ai dessiné notre famille. J'ai fixé ce dessin sur le frigo avec un aimant. Il y est encore. Je suis Aristarque Volkov. J'ai 71 ans. J'ai perdu un fils, mais j'ai sauvé ma femme. J'ai dépensé une fortune en frais d'avocat, mais j'ai acheté notre liberté. Et j'ai gagné une petite fille qui m'apprend que le meilleur chapitre de la vie d'un homme n'est pas forcément le premier. Si vous subissez en ce moment quelqu'un qui vous fait du mal simplement parce que vous partagez le même nom, écoutez bien ceci. L'amour n'est pas un pacte de suicide. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de choisir la paix plutôt que la loyauté envers des gens qui mettraient le feu à votre maison avant de vous reprocher la fumée. Prenez soin de vous et souvenez-vous de protéger ceux qui vous aiment vraiment. Adieu.